Ok, bonjour à tous. Donc, on attaque la série de capsules 132. Donc, on est sur la dernière de mémoire sur les données et sur les questionnements sur l'incertitude. Donc, des petits rappels de probabilité. Ok, donc je bascule sur mes transparents. Hop. Ok, donc 132, toujours sur ces questionnements sur qu'est-ce que l'aléa, qu'est-ce que les probabilités. Et encore une fois, donc la capsule 131 était plutôt orientée sur les calculs de proba conditionnels, donc de bien comprendre ce que voulait dire cette histoire de conditionnement. Okay. Donc, qui va servir à plein d'endroits. Hein. Je renvoie là aussi sur les capsules que j'ai fait plutôt de mathématiques, où je parle par exemple de données séquentielles, de chaînes de Markov et ce genre de choses qui sont assez classiques en données textuelles, par exemple. Euh, où on va les voir un petit peu partout quand on fera des modèles prédictifs. Donc, prédictif veut dire sachant quelque chose, qu'est-ce que je peux dire? Donc, sachant qu'on est un samedi à 8 heures du matin, quelle est la probabilité pour qu'il y ait un accident de la route en face de chez moi? Okay, donc, c'est apporter de l'information et essayer de deviner la distribution ou une certaine quantité. Donc, là aussi, c'est ce qu'on verra dans la section 2, sur une variable aléatoire, donc sur une grandeur inconnue, mais que je peux éventuellement, je peux améliorer ma prévision en tenant compte de variables expliquées. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je vais revenir un petit peu quand même sur ces histoires d'aléas et d'échantillonnage. Donc, l'idée, c'était de revenir sur ces questions. C'est de là dont on partait. On partait de l'histoire d'échantillonnage. Et un point important dans l'histoire de l'échantillonnage, c'est 1936 et l'élection de Roosevelt. Non pas l'élection de Roosevelt en tant que telle, mais plutôt les sondages qui avaient été faits avant. Donc, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur les données, parce que je ne sais pas trop où la mettre, mais je vais la faire maintenant. Mais les données, donc, on en collecte depuis longtemps. Euh, Historiquement, donc, on va les retrouver au Paléolithique, donc sous la forme de traces marquées sur des bouts de bois ou sur des os, donc qui permettaient de comptabiliser des choses probablement. Okay. Donc ça permettait de stocker des informations sur des quantités ou des choses un peu voilà, c'était plutôt comptable. Éventuellement, on pouvait mettre des messages probablement, mais c'était vraiment ces données historiques qu'on va retrouver. Euh, euh, donc on essaie de garder des traces en fait. Donc ces traces, on va appeler ça des données. Ensuite, on voit arriver plus tard, donc c'est fin du Moyen Âge, des données qu'on va commencer à collecter. Donc on va, alors je passe sur toute une époque. Hein. L'astronomie, ça a été aussi une grosse époque où on collectait des données. Quand Kepler essaye d'énoncer ses lois, c'est un peu le même genre de chose. C'est qu'il observe, il prend des notes et ensuite il essaie de déduire des lois de ces données. Okay. Euh, Moi qui viens plutôt encore une fois des sciences humaines, de l'assurance, un exemple classique, c'est les bases de données de John Grant qui avait construit les premières tables de mortalité. Donc les tables de mortalité, l'idée était d'aller voir dans les cimetières et d'aller noter les dates de naissance et dates de mort, et donc de pouvoir deviner un petit peu les durées de vie des gens, de voir l'impact de la peste. Okay, on est dans cette période de Covid-19, donc c'est pour ça que je fais des vidéos. Les données ont été collectées dans cette fin-là. Okay, donc de savoir un petit peu quelles étaient les lois naturelles qui pouvaient exister. Enfin, je ne vais pas faire un cours de philo des sciences ou ce genre de choses, mais euh, l'idée qu'il puisse y avoir des lois sur les événements aléatoires, c'est quelque chose qui a pris du temps. Okay. Euh, Si vous voulez, j'ai dû mettre des liens vers des articles que j'avais écrits sur l'histoire des probabilités. Euh, voilà, les Grecs n'ont pas fait de probabilité parce que les probabilités, il y a un côté divin, quoi. On ne va pas essayer de deviner, euh, mettre des lois dessus parce que les dieux font ce qu'ils veulent. Euh, et donc, on ne va pas essayer de deviner quoi que ce soit. Donc, les jeux de hasard et toutes ces choses-là sont arrivés beaucoup plus tard. Euh, mais voilà, on voit arriver les données et le hasard assez tardivement dans l'histoire. Euh, enfin, surtout le hasard. Les données, on en collectait avant. Mais bref. Donc, on avait ces collections de données euh, qui étaient collectées. Donc, pour le moment, je vous ai présenté des bouts de bois et des feuilles de papier. On a vu arriver les premières machines assez tardivement, enfin, même si ça fait quand même 140 ans, en particulier sur les recensements aux États-Unis. Donc, historiquement, les recensements aux États-Unis, ça va être des données sous format papier. Hein. Les gens circulaient on va dire dans les fermes, dans les différentes maisons, essayer d'avoir des informations, combien de personnes vivent ici, quels sont leur âge, où est-ce qu'ils sont nés,
etc. Mais on est sur des données à l'ancienne, sur format papier, et là on commence à voir arriver des premières machines pour, pour compter plus rapidement. Okay, et on parle de données, moi je parlerais pas de données massives, parce qu'on parle quand même de 50 millions d'Américains. Donc on a imaginez des registres avec 50 millions de noms, okay, ce qui est totalement inutilisable. Enfin, comment est-ce qu'on peut calculer une espérance de vie avec ça? Je ne sais pas. Okay. Donc l'idée était on a eu les premiers ordinateurs qui arrivaient à cette époque-là, donc qui ont permis de faire des calculs. Donc après, ça prenait un temps fou, mais on voyait arriver les premières machines. Donc je renvoie là aussi à des vieilles données, hein, sur les data centers. On voit beaucoup d'articles qui parlent de data center, de vie privée, ce genre de choses. Là, je vous mets un article qui était paru en 1965 et qui revenait sur ce questionnement de euh, est-ce que c'est pertinent de stocker des données dans un même endroit, par exemple. Donc, le premier data center qui stockait des informations sur les revenus fiscaux, c'est 1965. Donc, on avait des revenus de cette. Alors, c'est pas le nombre de personnes, c'est le nombre de dossiers qui étaient collectés, mais on avait 740 millions de dossiers dans un seul endroit, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Et en plus, on avait des empreintes digitales stockées dedans. Donc voilà, donc on voit arriver les premiers data centers il y a 60 ans. Okay, et on arrive donc en 1936. Donc le big data, il existait déjà avant. On avait, et les recensements, j'aime bien parce que c'est l'idée, et je reviendrai là aussi, je pense, dans la toute prochaine série de capsules, en particulier dans la section numéro 2 où je parle plus de statistiques. Donc je reviens sur l'histoire de la statistique. Statistique, historique, le mot veut dire la science de l'État. Okay, donc c'est pour gouverner, on a besoin de données. Okay, donc les recensements sont fondamentalement les collectes essentielles de données, et on a cette notion d'exhaustivité. Donc on veut avoir les informations sur tout le monde. On est longtemps persuadé qu'il faut savoir ce que tout le monde fait pour pouvoir faire des choses. Et la révolution, on en a parlé un tout petit peu déjà, c'est 1936 où on se rend compte que vaut mieux avoir petit et bien que gros et moche. Okay, ce qui est fondamentalement le dilemme sur lequel on est revenu depuis 20 ans, qui est qu'on peut avoir des données massives et noisy, très bruitées. Si jamais on est capable de traiter ce bruit, on peut extraire beaucoup d'informations de ces données bruitées. Okay, ça a pris du temps, mais en tout cas, les données brutes, elles ne sont pas utilisables. Voilà. Donc, c'est un peu ce que racontait le sondage, enfin, l'élection de 1936, hein, qui en plus, historiquement, est toujours présentée comme une victoire. Enfin, je vous rappelle, 1936, donc euh, c'est le New Deal de Roosevelt, enfin, c'est la grande victoire de Roosevelt à 62%. Il faut quand même comprendre que ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu le Literary Digest. Donc, quand ils avaient fait leur sondage sur quand même 2,4 millions de lecteurs, ils arrivent à prédire que 60% des gens vont voter pour quelqu'un, alors qu'au final, la personne en question récupère à peine 38%. D'accord? Donc, avoir des données massives, avoir 2,4 millions de personnes qui répondent à un questionnaire, ça ne rend pas l'analyse meilleure pour autant. Et avec seulement 50 000 personnes, un nombre absolument dérisoire, Gallup laisse entendre quand même que Roosevelt devrait gagner. Okay, donc avec un chiffre qui n'est pas exactement celui qui a été obtenu, mais en tout cas était largement contredit par l'étude, par l'espèce de sondage qu'avait fait le Literary Digest. D'accord? Et c'est une étape importante, je pense, pour comprendre ce qui s'est passé dans la statistique et pourquoi la statistique s'est autant développée autour des probabilités, autour des mathématiques, avant de redevenir quelque chose peut-être de plus orienté autour des données, telles qu'on peut l'avoir maintenant. Mais il faut bien comprendre l'importance de l'incertitude et de l'échantillonnage pour pouvoir comprendre, je pense, tout ce qui s'est fait sur la notion de significativité en particulier, hein, qui est liée étroitement à cette notion du fait qu'on a un échantillon petit, et donc on ne sait pas trop si jamais ça peut être réplicable sur le reste de la population. Okay, donc, l'idée de 1936, c'est ce biais d'échantillonnage. C'est le fait que la population, si jamais elle est constituée d'un certain nombre de personnes, encore une fois, je renvoie soit vers la série de la capsule que j'avais faite sur les biais, soit je vous renvoie à différents articles que je mentionne ici sur les biais qui peuvent découler d'un échantillonnage. Vous avez une population, si jamais vous prenez une population qui n'est pas exactement la population de départ, genre vous interrogez que les personnes à lunettes, ok, stéréotype classique de personne qui lit le Literary Digest,
ok, vous avez une population qui n'est pas forcément représentative de la population globale. Et donc, ça peut amener à des biais. Donc, il y a deux solutions. Soit vous essayez de corriger de ces biais, soit vous essayez de refaire le sondage. Et donc, vous essayez de créer votre échantillon euh, qui soit indépendant. Okay, donc, c'était une autre solution. Hein. Gallup propose de faire un échantillon plus petit, mais, mais plus représentatif de la population américaine. Une autre solution aurait pu être de dire je prends les données du Unitary Digest et j'essaye de créer un échantillon représentatif. Okay, donc, supposons qu'il y ait eu 75% de répondants qui étaient des hommes et que la population américaine était à 50% des hommes. Ben dans ces cas-là, je repondère et donc on peut utiliser des poids pour créer pour repondérer l'échantillon et obtenir quelque chose de représentatif. Donc les poids, c'est une solution assez classique pour corriger de biais quand on fait de l'échantillonnage. Okay. Mais voilà, c'est une des solutions. La question clé, c'est cette histoire d'échantillonnage et d'incertitude. Donc on sait depuis 1936 qu'on peut faire des échantillons. Okay, mais faire des échantillons, ça a un coût parce que on peut se tromper. Okay, donc Gallup avait dit c'est pas la peine d'interroger 2,4 millions, vous allez vous tromper. Moi, j'en interroge que 50 000 et je suis bon. Les sondages aujourd'hui sont plutôt autour d'un millier de personnes. Okay, et donc, je vous ai pris des données, par exemple, ici au Japon, okay, où on a des votes pour deux candidats dans une élection, puis on a plusieurs organismes de sondage qui sont mentionnés ici. Okay, et on a les statistiques. Donc par exemple, les ronds, c'est la NHK. Donc les ronds, je ne sais pas, on en observe un ici, on en observe un là. Donc ils font des sondages à différentes périodes. On a plein d'instituts de sondage et on observe tous ces points. Donc ce qu'on observe, alors je suis désolé, je vais assurer ma courbe, mais on est quelque part là-dedans. Okay, donc l'incertitude, c'est ça. C'est le fait que la NHK fait un sondage le lundi, interroge 1000 personnes, ils obtiennent 52%. GNN fait un autre sondage le mardi, obtient 48%. C'est quoi la vraie valeur? Ce qu'on se doute, c'est que c'est quelque part entre les deux. Et j'aime bien parce qu'en fait, c'est un peu ce que nous raconte euh, cette courbe rouge. C'est que la courbe rouge, c'est une espèce de tendance moyenne. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est le fait que souvent, on peut peut-être, au lieu d'aller chercher de la précision très fine sur les données, en particulier dans les sondages, des fois on peut se contenter d'ordre de grandeur et ça suffirait largement. Il y avait Alfred Sauvy qui était un statisticien français qui avait été un des premiers grands statisticiens de la statistique publique, qui avait dit que dans toute statistique, l'inexactitude des nombres est compensée par la précision des décimales. Et c'est effectivement ce qu'on observe, c'est qu'on est capable de vous dire l'intervalle de confiance à 95%, je pense que c'est 2,37 à 4,58. Okay, il y a un moment, il faut arrêter d'aller chercher les décimales. Okay, donc, il y a pas mal de choses que je vais vous faire en simplifiant, en particulier. On verra quand on parlera d'échantillons ou d'intervalles de confiance gaussiens. On va toujours dire l'intervalle de confiance à 95% pour une loi normale sans très réduite, c'est moins 1,96, 1,96. Au bout d'un moment, ça va en prendre moins 2, parce que arrondissons un petit peu, c'est pas gênant. Okay, donc, je vous renvoie à toute cette série de slides que j'ai fait dans cette section 3 sur les intervalles de confiance et sur le fait qu'on a peu d'incertitudes. On a beaucoup d'incertitudes de par l'aléa. Ça ne sert à rien d'aller la compenser en faisant croire qu'on a des chiffres précis. Okay, donc, il faut juste faire un petit peu attention avec ça, je pense, ou au moins l'avoir en tête. Donc, c'est quoi cette histoire d'échantillonnage? Donc, je vais juste reprendre un petit peu les grandes théories et le formaliser un minimum. Okay, donc, on observe des données, d'accord? Donc, c'est la notion d'erreur d'échantillonnage et d'incertitude. J'ai des données, ok, X1, X2, X3, X4, Xn. Okay, donc, c'est mes données, mes observations. Par exemple, la taille des élèves. Okay, j'aime bien cet exemple parce que ça, on voit tous ce que c'est. Okay, et je m'intéresse à une grandeur. Une grandeur, ça peut être la taille moyenne des élèves. Okay, supposons que j'ai envie de vous offrir à tous un t-shirt avec marqué « J'ai adoré le cours de M. Charpentier ». J'ai envie d'avoir à peu près votre taille. Okay, donc, je vais faire un sondage et je vais demander la taille moyenne de tout le monde et puis je vais essayer d'acheter ce t-shirt moyen. Okay, donc, je reviendrai plus tard sur ce que c'est que la moyenne. Encore une fois, si jamais dans la population de la classe, il y a la moitié des élèves qui est petit, la moitié des élèves qui est très grande, si jamais je prends des t-shirts moyens, personne n'est content. Okay, donc, ce sera une des grosses critiques qu'on fera sur la moyenne. Mais disons que dans pas mal de cas, ça peut être intéressant de calculer cette moyenne ou n'importe quoi. Donc, je vais vous définir plein d'indicateurs par la suite. Mais prenons déjà la moyenne, parce que déjà la moyenne, ça va être compliqué. Enfin, compliqué. C'est déjà une première étape intellectuelle, mais on ira plus loin après. Donc, je calcule la moyenne. Donc, la moyenne, là aussi, je renvoie dans mes tout premiers slides.
de mathématiques où j'essayais de formaliser un petit peu mon langage. Donc, c'est la somme de mes observations divisée par la taille de l'échantillon. C'est 1 sur n, somme des xi. Okay. Cette chose-là, c'est ma moyenne empirique sur mon échantillon. Okay. L'histoire de l'incertitude, c'est exactement ce que je racontais dans l'histoire des sondages auparavant, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je faisais ça sur une autre classe? Si jamais vous aviez été d'autres personnes à être inscrites, si jamais il y avait plus de monde, si jamais whatever. Okay. Donc, supposons que j'avais un autre échantillon. Qu'est-ce qu'elle aurait pu être ma statistique? Donc ça, c'est le questionnement de base de la statistique mathématique, de dire, OK, j'ai obtenu une grandeur. Okay. Statistiquement, là, sur mon échantillon, sur mon dernier groupe de mon cours de modèle de prévision, j'ai mesuré la taille de tout le monde et j'avais obtenu en moyenne une taille d'élève je ne sais pas moi, 5 pieds 5. Okay. Qu'est-ce qui se passera l'année prochaine? Est-ce que je peux obtenir 5 pieds 1, 6 pieds 2? Okay. Voilà, jusqu'où je peux aller. Donc ça va être lié à une notion d'intervalle de confiance. Okay. Donc c'est pas juste dire je veux une valeur numérique, mais j'aimerais bien savoir où je suis. Okay. Si je reviens sur mon exemple précédent, et je pense que c'est clairement ce qui manque sur ce genre de graphe, j'aime bien avoir cette bande qui me donne une valeur moyenne, mais c'est quoi l'intervalle de confiance en particulier ici? Bien sûr, j'ai plus de crayon, mais sur cette partie-là, qu'est-ce que je peux dire? Ok, ça se croise, mais c'est significativement différent ou qu'est-ce qui se passe? Okay. Et à quel moment ça s'est croisé? Est-ce que déjà, ici, on pouvait dire que la différence est significative? Il ne semble pas quand même. On a l'impression que les deux groupes sont disjoints. Mais à quel moment est-ce que ça se croise? À quel moment la probabilité qu'on a un basculement, elle intervient? Okay. Ça fait intervenir des notions d'incertitude. D'accord? Donc, comment est-ce que je fais? Parce que la réponse classique en StatMath est de dire je fais une hypothèse de loi. Donc, je suppose que mes observations, elles sont suivant une certaine loi. Donc là aussi, je renvoie à mes slides à la fin sur les maths pour vous rappeler quelques grandes familles de lois, mais l'exemple classique, c'est la loi normale. Donc, la loi normale, c'est la loi, c'est l'espèce de courbe classique, quand vous regardez cette distribution, c'est cette gaussienne, donc cette courbe en cloche, qu'on pourrait retrouver par exemple sur la taille des gens. Okay, c'est un peu plus compliqué, je pense, sur la taille des gens, mais ça ressemble à ça. Donc je suppose que la taille des gens, ça tue une loi normale. Donc, la loi normale, c'est défini par deux grandeurs. C'est défini par la moyenne, qui est la valeur centrale, et l'écart type, ou la variance, qui est la grandeur de la dispersion. Okay. Je renvoie aux transparences spécifiques sur la loi normale pour ceux pour qui ce serait un peu loin. Mais l'idée de la loi normale, c'est voilà, j'ai une loi qui a une certaine dispersion. Ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais toutes mes observations elles suivent cette loi-là, ben, la moyenne, elle suit aussi une loi normale. Et la moyenne, elle a la même valeur, mu. Et la variance, au lieu d'être en sigma carré, en sigma 2 sur n. Okay. Les calculs, ils sont faits dans d'autres transparents, on les verra plus tard. Mais, voilà, mais pour avoir cette conclusion-là, qui va me permettre de construire quelque part un intervalle de confiance, je fais une hypothèse importante. Je fais une hypothèse importante qui est, je suppose que je connais ma loi. Et dans plein de cas, on ne connaît pas les lois. En tout cas, on n'a pas envie d'en faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des approches paramétriques, où j'ai envie de faire une hypothèse de loi, mais faire des hypothèses de loi, ça a un coût, c'est que je peux me tromper. Et le problème, c'est que si je me trompe, je ne sais pas exactement de combien. D'accord? Donc les modèles paramétriques, c'est bien, mais c'est très dangereux. Et donc, quelque part, il faudrait que je fasse en plus. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que après, c'est des sujets classiques dans plein de disciplines. En économie, il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est l'incertitude associée à une erreur de modèle. Okay. Là, je fais juste l'erreur d'échantillonnage. Donc, je n'ai pas envie de me rajouter en plus une nouvelle erreur. Okay, mais c'est fondamentalement ce qui se passerait si jamais je voulais vraiment construire un modèle. Je pourrais faire une erreur de modèle. Là, je n'ai pas envie de construire de modèle, donc j'aimerais bien juste me poser la question de qu'est-ce qui se passe si jamais je n'ai pas envie de faire cette hypothèse. Et l'autre point, c'est que ma loi que j'introduis, elle fait intervenir un autre paramètre qui est sigma 2, qui est la variance. Quand je vous dis ça, je suppose que je connais ce paramètre-là. Okay, sinon, en fait, il va falloir l'estimer. Il va falloir trouver les propriétés de cet estimateur. Donc, on a vite une espèce de problème presque sans fin qui va se poser. Une approche qui peut être intéressante, et je la présente d'autant plus volontiers dans ce cours qu'on est autour des problèmes computationnels et des problèmes d'algorithmes, qu'on peut faire de l'échantillonnage. L'idée de l'échantillonnage, c'est quoi? C'est de dire, OK, supposons que dans la classe, vous êtes une vingtaine. Okay. J'ai envie d'obtenir la distribution de ma moyenne. Okay. Supposons que j'ai fait une moyenne, j'ai obtenu un certain X bar. Okay. J'ai envie de me dire, je vais créer je vais créer d'autres échantillons. Je vais faire comme si je pouvais avoir d'autres échantillons. La difficulté, c'est pas de créer d'autres échantillons. On n'a pas envie de faire ça. Ça serait ridicule. Si je crée un autre échantillon, autant en créer un gros. Et dans ces cas-là, on serait plus content. Là, c'est de dire, OK, j'ai que 20 personnes. Soit je fais une hypothèse de loi. Et dans ces cas-là, je pourrais dire que cet objet-là, il suit une loi normale. Donc, s'il suit une loi normale, je peux dire qu'il y a 95 chances sur 100 pour qu'il soit dans cette grandeur-là, entre ces deux valeurs-là.
soit je fais de l'échantillonnage. Et l'échantillonnage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer des faux échantillons de 20 personnes. Et pour créer des faux échantillons de 20 personnes, ben, je vais juste tirer au hasard tout le monde. Donc ma première valeur, ce sera la 19e personne. Puis ensuite, je vais tirer la 4e, puis la 18e, la 9e. Donc chaque colonne correspondra à un tirage de plusieurs personnes. Et je fais des tirages avec remise. Par exemple, on voit que la personne 9, elle a été tirée ici, mais elle a aussi été tirée ici, puis elle a été tirée ici, puis encore ici. Donc la personne 9, je l'ai tirée 4 fois. Okay. Donc ce qu'on peut montrer, c'est qu'en fait, faire ces tirages, ça a beaucoup de sens. Okay. La théorie mathématique, elle est relativement bien établie, mais je peux recréer des faux échantillons. Okay. Donc là, je vais me créer un échantillon X', et je vais en déduire une moyenne X'. Puis je vais me créer un autre échantillon X double prime, je vais avoir une moyenne X double prime. Et en répétant ça plein de fois, ben en fait, je vais pouvoir récupérer une série d'observations pour mes X bars et je pourrais calculer leur distribution, calculer leur moyenne et tout ce qu'on veut. Okay. Donc là, je vous l'ai fait sur deux exemples qui sont les tailles et les poids des élèves. Okay. Donc j'ai à gauche la taille, la taille est en ordonnée et le poids est en abscisse. Okay. Donc j'ai deux échantillons, donc j'ai des échantillons de garçons et de filles. Okay. Et je regarde, donc, les traits en pointillés, ça correspond à la moyenne que j'ai empiriquement sur mon échantillon. Okay. Donc les garçons en moyenne font dans les 75 kg et font en moyenne dans les 1,78 m. Okay. Les filles sont plus petites, elles font en moyenne 1,65 m. Okay. Et elles font un poids qui doit être peut-être de 58 kg. Okay. Et donc ce que je vais faire, c'est répéter plein de fois. Donc je vais me créer peut-être 10 000 échantillons où à chaque fois, je vais tirer au hasard dans mon échantillon. Et ça va me permettre de construire ces intervalles de confiance qu'on va obtenir ici. Okay. Donc voilà la valeur moyenne que j'obtiens en faisant mes tirages aléatoires. Puis j'ai un intervalle de confiance ici. Donc il y a 95 chances sur 100 pour qu'en faisant mes tirages aléatoires, je tombe entre ces deux valeurs-là. Donc ça veut dire que j'ai non pas une estimation ponctuelle, où je vous dis voilà la valeur que je pense avoir, mais j'ai carrément un intervalle de confiance. Okay. Donc c'est ça l'intérêt de ces méthodes de rééchantillonnage, c'est que je crée des faux échantillons, sans faire d'hypothèse de loi, parce que l'intérêt du rééchantillonnage. Je crée des faux échantillons, puis je regarde ce que j'aurais pu avoir. Je me crée des scénarios, je me crée une nouvelle classe avec autant d'élèves, puis je regarde la taille moyenne des élèves. Okay. Et donc, en répétant ça plein de fois, on peut faire toutes sortes de choses. Donc, je peux le faire aussi sur des régressions. Okay. Donc là aussi, je renvoie à la capsule sur les régressions. Mais voilà mon échantillon avec ma taille et mon poids des élèves. Manifestement, la taille est croissante avec le poids. Donc, plus les élèves ont un poids important, plus leur taille est supposée être importante. Je pourrais me demander c'est quoi l'intervalle de confiance? Est-ce que je pourrais trouver des bornes pour ma prévision? La réponse elle est simple, il suffit de créer des faux échantillons. Donc je vais créer des nouvelles paires d'élèves. En fait, je vais retirer dans mes paires. Donc je vais prendre le premier individu, je vais l'avoir peut-être comme 5e observation. Le deuxième individu, peut-être qu'il ne va pas apparaître dans cet échantillon. Le troisième, il apparaîtra peut-être 2 fois. Okay. Donc je crée un autre échantillon, puis je vais faire ma droite de régression linéaire. Puis je vais répéter, puis je vais répéter, puis je vais répéter, puis je vais répéter. Puis ça me donne toutes ces courbes. Okay, donc je récupère plein de courbes comme ça. Et donc la bande en jaune qu'on apparaît, c'est une espèce d'intervalle de confiance qu'on a. Et donc on voit où est-ce qu'on devrait être dans 95% des scénarios. Okay, donc ça nous permet de dire, bah voilà, si jamais quelqu'un arrive avec un poids de 100, bah voilà ce que me prédit mon modèle, ça devrait être, compte tenu de l'erreur d'échantillonnage, compte tenu du fait que j'avais peu de données pour construire mon intervalle, mes statistiques, il y a 95 chances sur 100 pour que la moyenne, elle soit entre 180 et 190 cm. Okay, donc c'est ça cette histoire d'incertitude. Donc là, c'est l'erreur d'échantillonnage que j'essaie de mesurer. Okay, donc je peux l'avoir soit sur des statistiques de base, mais aussi sur des modèles de régression. Donc l'échantillonnage, ça va nous permettre de tester nos modèles et de se dire qu'est-ce qui se serait passé si jamais j'avais obtenu un autre échantillon. Je me crée mon échantillon, je fais une prévision et je fais ça 1000 fois et je récupère plein de valeurs et je regarde leur distribution. Donc on reviendra dans la section 2 sur comment est-ce que je fais pour construire ces histogrammes, comment je peux les interpréter, ce genre de choses, mais c'est ça qui se cache derrière. Okay, donc cet algorithme de rééchantillonnage, c'est ce qu'on appelle du bootstrap. Okay, donc je vous mets ici l'algorithme et puis je vous montre le code tout simplement en Python et en R. Donc l'idée de l'échantillonnage, c'est du bootstrap, c'est de dire j'ai un échantillon et je vais créer B échantillon. Enfin, je vais me créer B échantillon et récupérer B statistique. Okay, donc la valeur bootstrapée numéro 1, c'est de dire je fais un tirage dans mes X avec remplacement et un échantillon de même taille. Okay, l'idée, ce n'est pas de créer des nouvelles observations pour créer une base énorme. C'est juste de me comprendre, avec mes 200 observations, quelle était l'incertitude que j'avais sur l'estimation de ma statistique. Si jamais j'avais un autre échantillon de la même taille, qu'est-ce que j'aurais eu?
repensez au sondage. Vous faites un sondage en interrogeant 40 personnes. Vous pouvez recréer des faux échantillons juste pour voir quelle est l'incertitude que vous avez dans votre estimation de la grandeur que vous essayez d'avoir par sondage. Okay. Donc cette histoire de rééchantillonnage, elle me permet de créer des faux échantillons, mais réalistes. Okay. Donc je ne vais pas créer des fausses données qui n'ont pas de sens, je retire dans mes données et ça va me créer mon incertitude en fait. Okay. Donc une fois que j'ai mon échantillon, je calcule ma statistique, donc la moyenne ou n'importe quoi, et à partir de là, je stocke tout. Okay. Donc exemple, j'ai pris ici, donc on a la fonction resample qui est dans scikit-learn. Okay. On a cette fonction resample où je dis je vais retirer dans mon x. Donc x, c'est une liste avec 6 valeurs. Okay. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Et je retire au hasard avec remise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple ici que le 0.5, je peux tomber dessus plusieurs fois. Okay. Donc je tire une valeur au hasard, puis je retire parmi mes 6 valeurs, puis je retire parmi mes 6 valeurs, puis je retire parmi mes 6 valeurs. Donc l'histoire du rééchantillonnage, ça va être ça, ça va être de refaire des tirages parmi les mêmes données. OK. Après, pour la quantification de l'incertitude, donc on parlera aussi d'intervalle de confiance avec une certaine confiance. Okay. Donc classiquement, on parlera d'intervalle de confiance à 95%, dans quel cas du milieu. Okay. Donc ça veut dire qu'on a 5% de marge d'erreur. Donc 5%, à quoi ça correspond? Alors j'ai repris ces graphiques parce qu'en fait on les voit assez souvent maintenant je sais qu'au Guardian, au New York Times, ils utilisent beaucoup ça pour quantifier ce que c'est qu'une proportion de personnes atteintes. Donc on voit ça beaucoup dans l'histoire de Covid, quand on vous dit qu'il y a 5% de personnes atteintes, ça veut dire que vous avez vos 100 personnes que vous mettez dans un carré de 10 x 10 et vous avez 5 personnes qui sont malades. Donc 5%, c'est ce cas-là, 10%, c'est ce cas-là, et 1%, c'est ce cas-là. D'accord. Alors ces valeurs-là, on va les garder en mémoire parce que quand on fera des régressions, on les verra apparaître. Ça va être des bornes à partir desquelles on va mettre des étoiles dans la significativité. Okay. Quelque chose qui arrive avec une chance sur 20, c'est-à-dire 5%, on va dire que c'est rare. 10%, on est un petit peu limite quand même. C'est pas si rare que ça de tomber sur sur quelque chose qui arrive avec une chance sur 10. Okay. Donc l'interprétation, elle peut se faire juste en disant je vais regarder 10% des petits carrés. L'autre interprétation, c'est de revenir à la loi normale et de dire où est-ce sur quelle valeur je tombe. Donc l'exemple classique, c'est la loi normale quand on prend une valeur de 5%. Il y a 95 chances sur 100 de tomber entre -2 et +2 quand on a une loi normale. Donc ça, c'est les ordres de grandeur qu'il faut se souvenir. Okay, une loi normale centrée réduite, il y a beaucoup de chances de tomber au centre, okay, de tomber entre -2 et +2. Okay. Si jamais je suis sur du 10%, il y a 90% de chances d'être entre -1,64 et +1,64. Okay. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. C'est des grandeurs qu'on verra réapparaître un petit peu tout le temps. Et encore une fois, on peut le voir comme étant des aires. Donc c'est pour ça que j'ai fait une capsule un peu orientée là-dessus sur les visualisations, les densités, les intégrales. Parce qu'assez souvent, on va représenter des intégrales et on va assurer les aires qui sont les cas favorables et exclure les cas défavorables. Okay. Alors, j'ai parlé d'échantillonnage. En fait, historiquement, il y a eu d'autres méthodes. C'est quand on veut tirer des lois données. Donc, en particulier, si je suppose que c'est gaussien, ce qu'on va faire, c'est plus du bootstrap, c'est ce qu'on appelle les méthodes de Monte-Carlo. Donc, les méthodes de Monte-Carlo, ça revient à tirer des nombres au hasard suivant des lois normales, par exemple. Et les méthodes de Monte-Carlo, je renvoie là aussi vers des différents articles. Les lois de Monte-Carlo, donc ça a été développé essentiellement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est tous les travaux de von Neumann et toute l'équipe qui avait travaillé sur des méthodes pour accélérer les calculs d'intégrales. Donc, les méthodes de Monte-Carlo, c'est utiliser du hasard pour faire des calculs numériques. Okay. En fait, on peut générer pas mal de lois. Donc, la loi qui nous intéressera le plus, c'est la loi uniforme. Donc, uniforme, ça veut dire que j'ai la même chance de tomber sur à peu près n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Donc, ça, c'est ce qu'on va supposer. On va supposer qu'on a des générateurs de nombres aléatoires sur 0 et 1. Okay. Mais en fait, on peut générer n'importe quelle loi. Et les lois les plus classiques, donc ça va être la loi normale, et quelques lois, alors je l'ai juste mis parce que ça peut être important, mais sur les familles de lois qu'on va essayer de générer, je vous ai fait quelques capsules pour vous parler des grandes familles de lois. Feller disait qu'il y avait 3 familles de lois, la loi binomiale, la loi normale et la loi de Poisson. Moi, j'en ai rajouté une qui est les lois de puissance, parce que c'est des lois qui sont invariantes par changement d'échelle, donc c'est relativement important dans plein de domaines. Mais voilà, on a quelques familles de lois qu'on va retrouver tout le temps. Donc finalement, générer des lois paramétriques, c'est pas très c'est important parce qu'il y a quelques familles qu'on va retrouver parce qu'elles ont des propriétés fondamentales. Okay, quand vous faites des modèles de durée, on va retrouver des lois exponentielles.
ou des modèles de poissons derrière. Donc en fait, savoir tirer des lois exponentielles, c'est important. Ok, donc il y a pas mal de lois qu'on aimerait savoir simuler et en fait, on sait le faire. Euh, donc je vais revenir un tout petit peu sur les tirages, comment générer du hasard, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'un petit peu tordu. Et, et philosophiquement, c'est quelque chose d'intéressant. Donc je vous encourage à aller voir deux articles que j'avais écrits sur l'histoire du hasard, et un dernier qui était un peu plus général sur la responsabilité des algorithmes, mais qui est lié à cette problématique-là. Euh, c'est que le hasard, générer du hasard par un ordinateur, c'est une opération très bizarre, parce qu'en fait, ce qu'on crée, et je reviens sur un débat qu'on aura peut-être, ou que vous aurez sûrement avec Marie-Jean, qui est que quand on va faire des modèles prédictifs, on se demande si ce qu'on fait est compréhensible. Donc on va on va avoir une discussion assez classique entre la compréhension d'un algorithme, donc comprendre et prévoir. Okay. On peut montrer assez facilement qu'on est capable de prédire sans prévoir. C'est ce que vous fera un algorithme de type réseau de neurones. Avec un réseau de neurones, vous aurez des très bonnes prévisions. Par contre, vous êtes incapable d'expliquer pourquoi ça marche. On commence à avoir des méthodes pour comprendre ce qui se casse dans un réseau de neurones, mais fondamentalement, beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle sont très bons pour prévoir, mais pas pour expliquer. Dans le cas des algorithmes de simulation, c'est le contraire. C'est que je peux parfaitement vous expliquer comment ils fonctionnent, mais je suis incapable de prévoir ce qu'ils vont vous sortir. Donc c'est lié à des problématiques de type chaos, qui sont assez classiques en théorie des sciences. C'est qu'en fait, les algorithmes qui sont utilisés sont des algorithmes déterministes. Okay. Ça veut dire que l'algorithme ne génère pas il ne va pas prendre un nombre au hasard en tirant un dé, il n'y a pas de dé dans un ordinateur, il va construire des suites parfaitement déterministes, et ce qui fait que je peux vous générer deux suites aléatoires qui sont totalement identiques. Okay. Simplement, une fois que vous m'avez donné une valeur, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer juste après. Okay. Je ne rentre pas dans les détails parce que d'ailleurs, c'est des problèmes d'arithmétique un peu compliqués. C'est des suites définies de ce genre-là. Donc, c'est des suites définies modulo certaines choses. Je vous montre juste deux simulations que j'ai faites en partant de deux valeurs qui sont un tout petit peu différentes. Dans le premier cas, je pars de 0.6 et dans l'autre cas, je pars de 0.600001. Okay. Donc, je pars de deux valeurs qui sont très, 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 très proches. Okay, puis je fais marcher ma suite de nombres aléatoires. Ce qu'on voit, c'est que dès la troisième étape, ça me renvoie absolument n'importe quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir généré du hasard, c'est qu'en fait, on est totalement incapable de prévoir la valeur suivante, la valeur que j'aurai à l'étape T, sachant l'étape T-1, même si, techniquement, j'ai quelque chose de déterministe. J'ai quelque chose de déterministe, mais c'est des problèmes d'arithmétique où je vais créer des nombres énormes. D'accord. Donc, je vais prendre un nombre, plusieurs milliers sur quelques milliards voilà, je prends un nombre 43 273 723. Okay, et je me demande ce que ça me donnerait comme reste si jamais je divisais par un autre très grand chiffre, 8983. Okay, je suis incapable de deviner, même avoir le moindre ordre de grandeur de ce que ça peut être. Okay, donc regardez ces histoires de reste, de division, quand on est sur des très grands nombres, ça nous donne l'illusion en fait, de générer du hasard. Okay, et c'est ça qui est utilisé par toutes les machines, et donc on est capable, et y compris avec deux ordinateurs, même deux langages différents, je peux vous générer la même suite aléatoire en Python sur votre ordinateur et en R sur mon ordinateur. Ça, c'est la magie des générateurs aléatoires. Okay, et c'est ça qu'on va exploiter énormément dans tout ce que je vous dis. Quand je vous dis on tire au hasard, c'est que la machine est capable de dire je peux créer une suite de nombres aléatoires au hasard. Okay. Pour ceux que ça amuse, je vous encourage à aller regarder. Il y a un livre qui est. Donc historiquement, ah oui, c'est le point important. Historiquement, c'était fait dans des. C'était stocké dans des livres. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas. Je vais vérifier que je suis toujours connecté. Ok. Ouais, donc les nombres aléatoires étaient stockés dans des livres. Donc il y avait des livres de nombres aléatoires qui existaient. Donc le RAND en avait créé en 1955. Donc à l'époque, tout le monde n'avait pas accès à un ordinateur pour générer du hasard. Donc il y avait des livres de nombres aléatoires. Si vous avez traîné à la bibliothèque et vous prenez des vieux livres de stade, vous avez toujours des nombres aléatoires à la fin. Donc ils se présentent sous cette forme-là. Qui sont assez marrants. Donc, juste pour information, donc vous avez maintenant le livre qui doit être en téléchargeable. Je vous encourage à aller voir la page Amazon, juste pour aller voir les commentaires, qui est particulièrement drôle. Voilà. Donc, les nombres aléatoires, tous les ordinateurs savent en générer. Okay. Et c'est ça qu'on va exploiter par la suite. Donc, je vais juste
Ouais, désolé pour les petits soucis de timing et d'écran. Donc je peux générer des nombres aléatoires. OK. Donc je vous ai mis les commandes en Python pour le faire. Heu, donc en Python, vous avez la commande, vous avez le paquet, random qui permet de faire ça. OK. Donc je peux tirer un nombre aléatoire entre 0 et 1, il va vous renvoyer un chiffre. OK. Hem, il va vous renvoyer un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Heu, voilà, la seule chose, c'est qu'il faut croire aux développeurs des logiciels pour croire que c'est des nombres tirés au hasard. C'est assez difficile de voir ce que c'est que des nombres au hasard. Il faut juste le faire beaucoup de fois pour attester heu, le fait qu'effectivement, ce sont des nombres aléatoires. OK. Donc la stratégie, elle est assez simple, hein, c'est vous en tirez des millions et vous vérifiez. Typiquement, quand vous voulez tirer des nombres au hasard, uniformément répartis sur 0,1, vous en tirez 1 million et si en gros l'histogramme vous dit que vous êtes uniforme, c'est que vous avez tiré des nombres aléatoires uniformément sur 0,1. Donc ça, c'est la garantie que vous avez bien tiré des nombres aléatoires qui sont uniformes sur 0,1. L'autre chose qu'on demande, c'est que ce soit imprévisible. Donc on va faire une hypothèse de plus qui est qu'en plus, les valeurs doivent être indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que si jamais vous regardez deux appels de valeurs, elles ne doivent pas être corrélées. Donc, classiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'on appellera en série temporelle l'autocorrélation. Donc, vous regardez la corrélation entre une valeur et celle qui est juste avant. Et normalement, la corrélation devrait être zéro. Normalement, ça devrait être totalement imprévisible. OK. Donc, si jamais vous avez obtenu une valeur qui est très importante, vous ne devriez pas pouvoir prévoir quoi que ce soit. OK. Mais ça reste difficile de savoir ce que c'est que l'aléa. Et en particulier, le problème de l'aléa, c'est que il y a des répétitions. OK. Si jamais vous lancez un dé plein de fois, bah, c'est possible de tomber 3 fois de suite sur un 6. OK. Donc, et je renvoie là aussi sur les capsules que j'ai faites sur les probabilités, où je parle en particulier dans la capsule sur les lois, les lois de type Pareto, les lois puissance. Je parle de la loi de Benford, qui vous donne des propriétés sur la régularité de certains chiffres. Et c'est le hasard est caché de manière un petit peu sournoise par moment. Euh, et en particulier, je vous encourage à regarder les graphiques de droite qu'il y a ici, pour vous demander lesquels sont tirés suivant des nombres au hasard. La réponse est simple, hein, c'est les nombres rouges. Les nombres rouges sont des vrais tirages de variables uniformes dans le carré unité, dans 0, 1, 0, 1. Je tire vraiment des nombres au hasard. Et les autres, c'est ce qu'on appelle des suites de quasi-hasard. Donc, c'est des suites qui sont beaucoup plus régulières. Mais l'avantage, c'est que ça balaye mieux l'espace. Le problème du hasard, c'est que ça nous crée des accumulations. Donc, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a des accumulations de points qui apparaissent. Et ça, c'est normal. Voilà. Le problème du hasard, c'est que des fois, on a l'impression d'observer des irrégularités, alors qu'on voudrait ne pas en observer. On voudrait que ce soit vraiment uniforme, mais justement, ce n'est pas uniforme, c'est au hasard. D'accord. Donc, il faut juste garder en mémoire que le hasard, ça peut être un petit peu sournois. Et juste pour finir, parce que je parlais des élections au début, donc j'ai mis 2 petits slides à la fin pour revenir sur les problèmes d'élection et d'incertitude. Hem, et j'en avais parlé quand on s'était vu au tout premier cours. Heu, le hasard, ça peut être compliqué. Donc je vous ai mis 2 problèmes que j'essaie de résoudre en lien avec les élections. C'est qu'on on observe 50 valeurs et de mémoire ici, ce sont des pile ou face. OK, ou des moyennes, oui, c'est ça, oui, c'est des probabilités. D'accord? Donc je mesure des probabilités de vote, OK? Heu et je regarde la probabilité d'avoir tiré quelque chose, enfin d'avoir eu quelque chose d'écu probable, ou disons avec une certaine probabilité à gauche, et je regarde la probabilité de gagner, à droite. OK? Donc sur mes 50 tirages, quelle est la probabilité, qu'on soit au-dessus de 50 donc disons qu'on vote pour A. J'avais fait ces graphiques à l'époque sur les histoires de vote, Clinton, Trump. OK? Donc on se pose la question, quelle est la probabilité de voter pour Clinton, et quelle est la probabilité pour que Clinton gagne? Ce qui est assez différent. Euh, Ce qu'on a, c'est donc le graphique de gauche, c'est un P chapeau, un N, donc c'est la fréquence empirique qu'on observe quand N augmente. OK? Donc j'ai le nombre de, de personnes interrogées qui augmente, et on a cette convergence. Donc la convergence, c'est le fait que plus j'avance avec n, plus ma variance va être faible. Donc j'ai généré plusieurs échantillons, ce qui me donne plusieurs trajectoires, et on voit les différentes valeurs qui évoluent. Et ce qu'on a sur le graphique de droite, c'est la probabilité de gagner. Donc je mesure une grandeur différente, qui est la probabilité que la moyenne soit plus grande que 1,5, sachant
mes données. Okay. Et ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus erratique. Donc, c'est juste pour expliquer que dans l'histoire de Trump Hillary, quand on essayait de quantifier la probabilité de gagner, il peut y avoir des basculements. Okay. Dès lors qu'on commence à passer au-dessus de 1,5 un tout petit peu, ça fait que la probabilité de gagner augmente très fortement. Okay. Donc, il faut faire attention sur les grandeurs qu'on essaie de mesurer. En particulier, générer des trajectoires, ça permet de voir un petit peu quelle incertitude on a. Et ce qu'on peut montrer, c'est que les probabilités de gagner, en fait, elles sont beaucoup plus incertaines que les probabilités, les intentions de vote, en tout cas. Okay. Et on va arriver normalement sur mon tout dernier slide, qui est que visuellement, c'est toujours très important de visualiser les intervalles de confiance. Donc ça, je reviendrai un petit peu plus là-dessus quand on fera en particulier des séries temporelles. Je vous ai repris un exemple qu'on avait eu dans le cas de la mortalité au Québec, pour essayer de regarder un petit peu ce qui s'était passé dans le cas de la COVID-19. Donc on a les 10 dernières années de mortalité au Québec, et ce qu'on observe, c'est qu'on est très, très, très élevé en ce moment. Okay. La question, c'est, au lieu du chiffre en tant que tel, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir? Donc en fait, on peut s'amuser à repartir de la tendance en enlevant la dernière observation et générer des scénarios pour voir où est-ce qu'on aurait dû être. Donc c'est des courbes. Le graphe de droite, c'est celui que j'ai fait. Le graphe de gauche, c'est celui qu'avait fait Alex Blanchet. On voit où est-ce qu'on devrait se trouver dans 95% des cas. Et on voit qu'effectivement, on est bien au-dessus de ce qu'on aurait dû avoir, en tout cas bien au-delà des intervalles de confiance. Okay. Je vais m'arrêter là pour cette capsule et pour cette première partie sur les données, pour ensuite, on attaquera sur les parties statistiques. À très bientôt.